dirais le dynamisme, l'agilité et surtout, avant tout, la passion. J'ai passé 8 ans en Allemagne, puis je suis revenu en France pour intégrer une école de commerce et j'ai toujours été un peu geek par nature. Je m'intéressais beaucoup aux nouvelles technologies et ce qui a fait que je suis tombé dans la marmite de la blockchain il y a 4 ans maintenant à peu près et par diverses raisons, mais principalement sur une porte spéculative comme beaucoup d'entre nous je pense, parce qu'on m'avait dit que le Bitcoin était un fabuleux véhicule d'investissement pour se faire plein d'argent facilement et à ce moment-là je boursicotais déjà un peu. J'avais un principe de base qui dit qu'on n'investit pas dans ce qu'on ne comprend pas et donc du coup j'ai voulu m'intéresser à la techno sous-jacente. C'est là que j'ai découvert la blockchain et que je me suis dit que c'était fabuleux parce que ça pouvait potentiellement être un facteur de réponse, si je puis dire, de beaucoup d'enjeux sociaux et environnementaux du XXIe siècle. SmartChain, on est un cabinet de conseil et de développement spécialisé sur les technologies blockchain. Concrètement, on accompagne des acteurs publics et privés à la fois dans une démarche conseil, donc d'identifier des enjeux métiers auxquels la technologie peut apporter une réponse pertinente. Par la suite, des enjeux de développement, donc planifier et développer des solutions. Et le tout, le sous-jacent, c'est un accompagnement très stratégique sur à la fois donc, intégrer la technologie dans le cadre de la transformation numérique de l'organisation qu'on a en face de nous et surtout prendre en considération les enjeux légaux et comptables qui sont inhérents à peu près tous les projets blockchain. Pour sous-tendre cette activité de conseil et de développement, on a 2 pôles de compétences que sont la formation que je gère et la partie R&D qui est très importante chez nous parce qu'initialement on était un centre de recherche spécialisé dans les protocoles Proof of Stake. C'est très variable. Aujourd'hui, on se veut agnostique. Après, pour ce que ça veut dire, on peut pas être agnostique et travailler sur toutes les technos non plus. Comme je te l'ai dit, protocole Proof of Stake principalement. Aujourd'hui, on va travailler sur du Algorand. On est très actif sur Cardano, sur Cosmos, sur Polkadot. Et on travaille très régulièrement avec Tezos, notamment. C'est vrai que Web 3.0, on dit souvent aussi le passage de l'Internet de l'information à l'Internet des valeurs. Il y a plusieurs choses. Premièrement, c'est le paradigme d'un web où chaque utilisateur va être en contrôle de ses données, va pouvoir décider ce qu'il fait de son identité, que ce soit en physique et en ligne, parce que Internet des objets fait que, le téléphone est l'extension de nos bras aujourd'hui. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que chaque contributeur, chaque personne qui entre dans un réseau blockchain, dans ce Web 3.0, peut être à la fois utilisateur d'une plateforme, mais aussi actionnaire de cette même plateforme. Ça, c'est un changement de paradigme qui est assez important. Et si je devais donner différents mots-clés pour caractériser le Web 3.0, je dirais ouvert, décentralisé, avec une gouvernance qui est paramétrable, le tout sous-tendu par ce qu'on appelle des mécanismes incitatifs pour que tout le monde dans un réseau y trouve son compte. Je pense que la difficulté avec la blockchain, c'est qu'on ne parle pas d'une technologie comme l'IA ou la RPA, qui sont des technologies d'automatisation, où finalement c'est très simple d'évaluer un ROI. On a moins de temps humain passé sur une tâche, donc du coup on sait combien on gagne. La blockchain, on parle vraiment de principes un peu plus philosophiques autour de la notion de confiance et la décentralisation. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la majeure partie des use cases qui sont sur le marché, déjà sont des proof of concept et ne sont en aucun cas industrialisés et coûtent plus cher à développer. Pourquoi ? Potentiellement d'une part parce qu'il y a une problématique technique. Jusqu'à aujourd'hui, en 2020, ça commence à changer. Les technologies n'étaient pas assez développées, je parle des protocoles blockchain, pour vraiment permettre la mise à l'échelle de cas d'usage concrets. Donc on testait des choses, mais on n'était pas encore assez fit d'un point de vue technologique. Et ensuite, là où la blockchain va apporter vraiment une plus-value, c'est dans un réseau d'acteurs qui est par nature fragmenté, où les acteurs ont du mal à se faire confiance et ont besoin d'interagir avec les autres, les uns avec les autres, et d'avoir une certaine zone grise, une zone franche, comme entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, où ils peuvent avoir leurs relations commerciales, entretenir des relations commerciales en toute transparence. Sauf que la réalité derrière tout ça, ça veut dire qu'il faut avoir tous les acteurs au sein du même réseau pour que ça ait un réel intérêt. Et aujourd'hui, c'est une problématique très politique parce que ça veut dire qu'il faut réussir à amener tous ces acteurs, les faire se mettre d'accord sur oui, tout le monde va avoir une plus-value à participer au réseau blockchain et ça c'est très peu compris. Et donc du coup, on est sur des proof of concept très courts, sur des laps de temps réduits pour faire du marketing technologique, très souvent. Combien de projets on a accompagnés, c'est difficile à dire. Si on exclut, on va dire, la partie formation, on a une dizaine de projets aujourd'hui avec une année d'existence. Et pour vraiment te citer un projet qui voit une réelle plus-value à utiliser la blockchain, aujourd'hui on travaille par exemple sur ce que j'appelle le carnet de santé d'un véhicule d'occasion. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut venir agréger de manière infalsifiable des données
autour d'un véhicule, que ce soit un contrôle technique ou n'importe quelle réparation qui a été faite sur un véhicule, le compteur kilométrique, pour en fait réduire l'asymétrie d'informations et au moment de la revente, que la personne qui est amenée à revendre le véhicule puisse fournir les informations nécessaires pour que sa contrepartie prenne la décision d'achat en connaissance de cause. Là, il y a une vraie valeur ajoutée parce qu'on apporte vraiment de la confiance. On a travaillé aussi sur une brique de certification, donc c'est d'horodatage sur la blockchain Tezos, donc ce qui permet de faire de la preuve d'intégrité décentralisée. La valeur ajoutée ici, elle n'est pas tellement financière directement, elle va être très intéressante dans un contexte d'audit par exemple, parce que toute personne qui va insérer un document et qui va attester de son intégrité via un hash sur la blockchain, derrière elle va pouvoir prouver à n'importe quel tiers que oui, ce document a bien été uploadé ce jour-là, à telle heure, telle date, et par telle personne. Et ça, c'est un intérêt dans un contexte d'audit, parce que les audits, par exemple, pour des industriels, sont très longs et coûtent extrêmement cher, pour avoir une certification ISO, par exemple. Et il y a en fait beaucoup de temps qui est perdu à la réconciliation de données. Donc trouver vraiment où sont les données, et oui, est-ce que je peux faire confiance à cette donnée-là? Là, l'avantage, c'est que au moment où la donnée est produite, donc ça peut être un document, un contrat, une facture, quoi que ce soit, on certifie à l'instant T, et donc du coup, on a une garantie d'intégrité dans le temps. Si le document a changé, on sait qu'il a changé, et on peut agir en conséquence. C'est plus un outil d'audit que la panacée. Je pense que le projet dont on est particulièrement fier, c'est Easy Wallet. Donc Easy Wallet qui sort en production là, dans 2 semaines. Donc Easy Wallet, c'est une solution d'acceptation des crypto-monnaies en point de vente qu'on a développée pour le compte de Global POS, qui est un acteur, le leader français sur la monétique et les prépayés. Donc c'est eux qui ont des logiciels qui permettent par exemple d'accepter des cartes cadeaux chez Decathlon ou chez Sephora. Stéphane, le dirigeant, avait une vraie volonté de prendre le virage suffisamment tôt pour être sur ce marché-là. On est assez fiers de ce qu'on a réussi à faire parce qu'on est, à l'instar d'autres acteurs qui vont utiliser une carte bleue crypto, là on est vraiment sur comment est-ce qu'on s'intègre dans les logiciels de caisse et dans les workflows existants des points de vente. Et du coup, Easy Wallet est intégrable dans plus de 90% des points de vente en France, ce qui est non négligeable, dans plus de 90% des caisses, je veux dire. Et on arrive en fait à éliminer aussi, il y a une grosse problématique qui est la comptabilité en crypto pour un commerçant. Un dirigeant d'un Carrefour, il ne va pas pouvoir faire une comptabilité crypto et euro. Il en a déjà assez avec sa comptabilité crypto, sans même vouloir parler de la fluctuation des cours. Si tu as 1000 € un jour et que le lendemain ça vaut 800, c'est quand même compliqué. Et puis s'il y a appréciation et que tu fais des bénéfices, comment tu fais? Donc du coup, là, on a réussi à décentraliser un système avec des différents exchanges français pour réussir à garantir en fait un paiement en euros. Donc moi, je dépense en Bitcoin, ma contrepartie est payée en euros. Et un autre projet qu'on bosse au quotidien, qui est un marathon, qui n'est pas encore sorti, qui est France Boost, qui est une initiative qu'on a lancée pendant le Covid, qui consiste en fait à partir d'un constat, qui est que comment est-ce qu'on peut favoriser la relance économique post-confinement, post-crise sanitaire. On a vu beaucoup d'actions menées par des gouvernements, donc que ce soit des aides directes aux commerçants, par exemple, ou un hélicoptère monétaire comme aux États-Unis, où on va donner de l'argent directement aux consommateurs en espérant qu'ils vont le dépenser dans les magasins directement. La réalité derrière tout ça, c'est que ce sont des systèmes qui ont vraiment du mal à être efficients. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun moyen de paramétrer où est-ce que l'argent va être utilisé. Et donc du coup, si on donne 1000 € à quelqu'un pour qu'il dépense localement et qu'il revitalise un peu les commerces de proximité, on n'a aucun moyen de le vérifier. Fort de ce constat-là, on s'est dit, quelle est la principale propriété d'un actif numérique ou d'une monnaie sur blockchain? Donc, le terme monnaie n'est peut-être pas le bon à employer, mais quelle est la principale propriété? C'est qu'elle est paramétrable. Donc du coup, on peut dire, avec des conditions, oui, je vais donner cet argent à tel batch de personnes, à tout ce groupe de personnes, et derrière, je vais pouvoir décider, un peu sous le système de carte cadeau, où est-ce que l'argent va pouvoir être dépensé. Et donc ça, c'est la genèse de Boost, qui était vraiment sur cette notion Covid et qui sortira normalement en janvier prochain. Donc dans cette optique de revitalisation des commerces de proximité et de permettre aux commerçants de renouer du lien social avec leurs clients au travers de cette incitation-là. Et en fait, la next step, et aujourd'hui c'est ce qu'on travaille beaucoup aussi, c'est agréger des acteurs, notamment localement, autour de villes,
Donc on a une collectivité locale avec des entreprises, des pouvoirs publics, des citoyens. C'est comment est-ce qu'on peut créer des cercles vertueux et utiliser cette fonction paramétrable de la monnaie pour dire quelqu'un qui va prendre le vélo plutôt que de prendre sa voiture, il va être récompensé en tokens et ces tokens, sous le principe de monnaie locale, vont pouvoir être dépensés uniquement dans la ville dans laquelle il travaille ou dans laquelle il habite. Et l'idée étant vraiment de proposer un système de gouvernance participatif et de responsabiliser tout le monde autour d'enjeux communs que sont la transition énergétique notamment et autres. On peut imaginer ça pour la mobilité durable, pour le recyclage, pour la gestion des communs, par exemple des composts collectifs. Et c'est vrai que ça, c'est une de nos grandes fiertés hein, et un use case qu'on pousse beaucoup. Mais une nouvelle fois, c'est un projet marathon parce qu'il y a plein d'enjeux derrière. Initialement, c'est vrai qu'on y allait beaucoup parce que Simon a une vraiment belle expertise juridique. C'est un enjeu majeur aujourd'hui dans l'écosystème francophone et mondial, hein, de manière générale. On pense qu'il a fédéré autour de lui les bons acteurs pour permettre de fédérer l'écosystème francophone, de fédérer, on a les meilleurs, on a des très bons chercheurs, des très bons mathématiciens, on a plein de petites structures mais qui sont géniales, mais qu'il faut pousser à faire avancer. Et c'est typiquement grâce à la DAN et avec les initiatives qu'ils ont qu'on arrive à faire avancer l'état de l'art et à discuter correctement avec les autorités pour qu'on puisse faire évoluer le cadre réglementaire, notamment dans la bonne direction, que ce soit au niveau français ou européen par ailleurs. Je pense qu'à terme, oui. Après, on n'est pas à l'abri d'un petit scandale sur Binance non plus à terme. Après, c'est vrai qu'on n'y pense pas trop, mais ça nous fait bien rigoler. Au niveau de la formation, je dissocie deux typologies de formation. On appelle les sensibilisations, donc là c'est des formats très courts, ça peut être des webinaires ou même une demi-journée, où l'objectif c'est vraiment de ne pas aller dans le détail, mais plutôt de comprendre quel est le paradigme, qu'est-ce qu'apporte la blockchain réellement, et on va pas beaucoup plus loin. Maintenant vous savez ce que c'est, et quand on vous demandera blockchain, vous direz plus Bitcoin. Derrière ça, il y a une notion de formation. Et là, sur les formations, c'est pareil, on va dissocier en deux. Formation plutôt tech et formation business. Aujourd'hui, on dispense les deux. Les formations business, en fait, c'est vraiment notre approche, elle est très basée sur la transformation numérique. C'est comment est-ce que le numérique, et on remonte à très loin, a changé nos chaînes de valeur, a déconstruit l'économie de plateforme, les géants de l'Internet, et comment est-ce que finalement la blockchain est dans la continuité logique des innovations autour du numérique et que c'est tout à fait logique qu'on en arrive vers cette techno-là. Que ce soit la blockchain ou une autre, ici on parle vraiment de transfert de valeurs de pair à pair, de confiance et de gouvernance partagée, collaborative. Si on l'appelait autrement, ce serait autrement. Mais on arrive vers ça parce que c'était logique dans la continuité. Et sur la dimension tech, on est plutôt sur des formats dev ou architecture blockchain. Après c'est vrai qu'aujourd'hui on donne à la fois en école ou professionnels, donc en entreprise, des formats qui vont d'un séminaire de 2-3 jours jusque 15 jours de formation. Déjà, on adore bosser le diplôme, je pense qu'ils font du très bon boulot et ils arrivent bien à fédérer un écosystème autour d'eux et il y a des news tous les jours qui sortent chez eux et on aime notamment ce qu'ils ont fait avec Arc Education, on y pense. Aujourd'hui, on ne donne même pas de certificat sur blockchain, mais c'est quelque chose qu'on va faire sous peu, ne serait-ce que pour un peu gamifier l'expérience de nos apprenants, en leur donnant un simple certificat de présence si c'est une conférence, ou un certificat de fin d'études, si je puis dire. Après, la problématique qu'on a en France aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas encore structuré de certification blockchain à proprement dit, qui est inscrit au registre des métiers et des compétences au niveau de l'État. Je pense que plus largement autour des nouvelles technologies, oui, c'est ce qu'il en ressort, du moins pas mal de représentants politiques. Après, entre les paroles et les actes, c'est pas forcément le cas. Je pense qu'il manque quelques petits coups de pouce. Petit joker, je pense que c'est intéressant, mais on met trop en avant la régulation avant l'innovation. Et si je peux tirer un petit parallèle, j'ai l'impression que les États-Unis innovent, testent, les Chinois reprennent ce que font les États-Unis en enlevant les erreurs et les Européens régulent. Déjà, je n'aime pas trop le terme stablecoin parce que je ne conçois pas que ce soit stable étant donné qu'on est indexé sur des monnaies qui fondamentalement ne sont pas stables. Mais ça, c'est un autre sujet. Je pense qu'aujourd'hui, on a une tendance vers des stablecoins centralisés, si je puis dire, avec les États et les banques centrales qui cherchent à garder le contrôle de la monnaie. On va parler potentiellement d'efficience des processus. Ils vont gagner en efficience, ils vont peut-être un peu ouvrir, être un peu plus transparents sur l'émission monétaire. Mais la réalité, c'est qu'à mon sens, les stablecoins demain et la monnaie demain se doit d'être décentralisée avec une gouvernance collective.
C'est un peu le corollaire de ce que je disais sur le stablecoin avant. Quand c'est centralisé, c'est bien pour l'efficience. Après, c'est un risque quand on connaît un peu le fonctionnement du gouvernement chinois et leur crédit Sésame notamment. C'est un risque réel pour tracer les personnes et mieux gérer leurs citoyens. Du coup, je n'ai pas envie d'avoir trop d'avis là-dessus, mais je pense qu'il y a pour le gouvernement chinois, c'est un vrai enjeu géopolitique avant d'être un enjeu d'efficience en termes de processus. C'est comment est-ce qu'on arrive à créer des nouveaux canaux de paiement pour le yuan et ainsi combattre l'hégémonie du dollar. Oui, parce que pour moi, la blockchain est déjà une forme d'intelligence collective. La théorie des jeux, donc c'est une branche de la microéconomie. On arrive à aligner les intérêts de chacun, qui sont personnels, et que chacun y trouve son compte. Malgré le fait que je ne connaisse pas ma contrepartie, tout le monde y trouve son compte dans un réseau blockchain. Donc oui, je pense qu'on va assister à l'essor de l'intelligence collective, et on le voit déjà, des projets assez intéressants émerger. Notamment, je pense aux données de santé. Aujourd'hui, il y a des vrais sujets sur les dossiers médicaux partagés qui sont pas interopérables, qui ont des problématiques de sécurité et de stockage des données notamment. La blockchain permet d'imaginer cette sécurisation des données-là et surtout, on en revient à cette notion de « je suis propriétaire de mes données, donc j'en fais un peu ce que j'en veux ». Donc je peux les mettre à disposition d'un système pour que tout le monde puisse en bénéficier de manière anonyme, évidemment. Et donc si on prend l'exemple du Covid, qui est un bel exemple, où on est aujourd'hui à la recherche d'un vaccin, il est vrai qu'avec un système blockchain, on aurait pu imaginer que tout le monde mette à disposition ses données pour le monde entier et que tous les laboratoires puissent derrière en bénéficier pour faire leurs tests, faire tourner leurs machines dessus, etc., etc. Je pense qu'on finira par y aller, mais on a une problématique que sont les intérêts privés et la notion que une organisation cherche son profit aussi. Donc finalement, c'est toujours la jauge à avoir, quoi. On n'y est pas encore, mais on y arrivera. Je pense que je choisirais Nomadic parce que c'est l'excellence de la recherche à la française. C'est une très belle équipe de chercheurs et de développeurs avec qui on adore travailler, toujours très disponibles et qui mettent au cœur de leur développement la gouvernance. On pense que c'est clé pour l'essor de la blockchain à long terme parce que la gouvernance est le gros sujet. Un seul projet crypto à titre perso. Je pense Cardano. Cardano parce que le fondateur est très inspirant. Dès 2015, il a annoncé, step by step, tous les freins au développement de la blockchain qu'il allait avoir. Et au lieu de lancer sa brique de smart contract d'emblée, il la lance que là, au début 2021. En amont, il a mis 150-200 chercheurs PhD sur des sujets de fond, de recherche et de développement, sur de la gouvernance, sur des smart contracts, la décentralisation des réseaux, du langage formel. C'est assez inspirant et j'ai vraiment hâte de pouvoir commencer à bien construire des choses sur Cardano. Alors généralement, j'aime pas trop parler de médias, plutôt de rédacteurs. C'est vrai que j'aime beaucoup la manière d'écrire d'Helmut, donc Helmut Banner, donc je dirais The Coin Tribune. Après, j'aime beaucoup d'autres médias français aussi.